La conséquence pour l'Afrique, c'est que nous avons accès à de nouveaux marchés parce que l'exportation est facilitée et il y a moins de risques pour les différents fournisseurs. Mais maintenant, en dehors de l'accès à de nouveaux marchés, il faut noter que la conséquence, c'est que l'Afrique va bénéficier de plusieurs investissements massifs. C'est bien parce que nous avons besoin de moderniser nos routes, nos ports, nos rails. Nous avons besoin d'assurer une connectivité assez poussée. Mais si on ne gère pas bien, s'il y a corruption, s'il y a détournement, on risque de mal utiliser ces fonds et à la rigueur ou à la limite de s'endetter encore. On risque de s'endetter et du coup, quand on devient débiteur des grandes puissances, ça passe par d'autres contrats léonins et ça passe par l'abandon de notre souveraineté économique et logistique. Alors, il faut bien gérer tout cela. Alors, quand on parle des marchés mondiaux, tout ce que vous voyez en rouge, ce sont les pays du monde. Ils sont membres de l'Organisation mondiale du commerce. Tout ce que vous voyez en marron ici, ce sont les États observateurs. Et il n'y a que cet État-là, je pense que ça doit être le Kazakhstan ou je sais pas moi, ou Pakistan, quelque chose comme ça, qui est un État non membre. C'est le seul État qui n'est pas membre de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, quand on est connecté aux nouveaux marchés mondiaux, il y a 3 dimensions. Déjà, la première, c'est que cette connexion est stratégique, non seulement pour l'Afrique, mais c'est aussi pour avoir un pied sur l'Atlantique. Pourquoi? Les ports de Lobito offrent une sortie directe vers l'Atlantique. Et c'est à partir de l'Atlantique que l'on tend vers les marchés européens et américains. Donc, c'est une connexion stratégique, ce port de Lobito. La deuxième dimension, c'est une intégration logistique régionale. Je l'ai dit ici, je ne cesse de me plaindre, nous n'avons pas beaucoup de projets régionaux qui nous permettent de mettre ensemble nos moyens. Ces corridors-là nous permettent de mettre ensemble, en commun, les ressources, qu'il s'agisse des ressources minières, ferroviaires, routières, humaines, politiques, diplomatiques. Bref, ça nous permet finalement d'avoir un projet commun régional. Et enfin, l'attractivité accrue pour les investisseurs. Oui, je vous ai dit que l'élément clé ici, c'est la sécurité, la paix durable. Une fois que vous avez réuni cette hypothèse-là, je pense que ça peut aller plus vite. Alors, les financements massifs et en infrastructure, c'est ça. Vous avez là, pour les infrastructures ferroviaires, un montant de 450 millions que l'Union européenne, les États-Unis ont déjà mis en place pour 2023 et 2027. C'est dans le partenariat Global Gateway et partenariat global pour les infrastructures et les investissements. Pour les infrastructures portuaires, vous avez 150 millions déboursés pour 2024 à 2026. Ça, c'est l'Angola, l'AFD et Trafigura. Vous avez les hubs logistiques qui doivent bénéficier de 100 millions de 2024 à 2028 pour assurer les partenariats publics-privés. Et vous avez les énergies, vous avez les numériques et d'autres indicateurs. Mais maintenant, quand on parle de financement massif, il y a une dimension de construction, il y a une dimension de partage de la chaîne de valeur, il y a une dimension des règles de jeu à respecter. Et l'analyse croisée de la Chine, des États-Unis et de l'Union européenne sur le plan géopolitique, c'est que pour la Chine, c'est de maintenir sa présence dominante à travers des prêts, à travers la diplomatie économique. Pour les États-Unis, c'est un retour offensif en Afrique, mais à travers bien évidemment, à travers une diplomatie d'influence et à travers le renforcement du soft power. Pour l'Union européenne, c'est la stratégie des Global Gateway, c'est une volonté d'exister comme acteur autonome. Il y a une dimension géostratégique et géoéconomique. Donc, la Chine mise sur sa continuité, les États-Unis visent un retour géostratégique, géopolitique, géoéconomique. L'Union européenne cherche à réduire au maximum sa dépendance stratégique. Alors, pour les pays
quel est l'impact de cette rivalité sur la souveraineté des États? Pour la RDC, sur le plan positif, Madame Thérèse Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères, qui était aussi partie prenante dans la signature de ce protocole, disait que c'est pour permettre à la RDC d'assurer la diversification des partenaires, la sortie de la dépendance exclusive à la Chine. Mais le risque pour la RDC, c'est que si les choses ne se passent pas bien, il y a des contrats miniers. Donc, on peut dire que ces contrats miniers risquent d'être déséquilibrés à cause de notre, je dis notre parce que je suis congolais, excusez-moi, à cause de la faible capacité de négociation des autorités congolaises et aussi l'influence étrangère sur les choix stratégiques à prendre dans le cadre de ces projets. La Zambie a aussi les siens, l'Angola a les siens, et c'est comme ça que les choses évoluent. Donc, le corridor de Lobito est une opportunité stratégique, mais cela nécessite une vision à long terme et une diplomatie agissante. Alors, pour préserver la souveraineté dans ce contexte de rivalité stratégique, il faut renforcer les institutions. Chaque pays doit créer des unités de négociation souveraines, doit donc, dans le cadre des négociations, déployer des juristes, des économiques, des stratèges pour lire, comprendre et orienter les autorités dans la signature des contrats majeurs. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi assurer la transparence et la redevabilité. Il faut une diplomatie multivectorielle, c'est-à-dire une diplomatie équilibrée en termes de partenaires. Tout le monde doit être aligné sur les décisions. Donc, il n'y a pas un seul État ni une seule partie qui décide sur les autres. Non. Il faut que tous décident et agissent concomitamment. Il faut développer l'expertise locale et il faut mieux assurer l'intégration régionale. Donc, voilà, s'il faudrait parler de... Bon, ici, en tout cas, vous voyez qu'il y a beaucoup de slides. Je vois M. Dado qui voudrait réagir. Ben, ça, c'est le cadre de cette rivalité. Alors, je vais aller rapidement sur les négociations pour finalement conclure. Accordez-moi 2 minutes ou 5 minutes. Alors, quand on parle des négociations, des accords multilatéraux et de quelques perspectives d'avenir, sachez que il est d'abord question des dynamiques des négociations. Qui négocie? Comment on négocie? Qu'est-ce qu'on négocie? Ces accords sont multilatéraux et il y a là les enjeux de gouvernance. Quels sont les scénarios prospectifs pour l'Afrique et pour les États concernés? Alors, quel est le cadre d'abord des négociations multilatérales? Dans ce cadre des négociations, je vous ai dit qu'il y a des États qui sont impliqués. La RDC, l'Angola, la Zambie, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et les institutions de Bretton Woods ou les institutions financières. Mais à part les États impliqués, je vous ai parlé des forums et des cadres. Il y a les sommets États-Unis-Afrique Leaders, il y a les forums Chine-Afrique, il y a la COP, les G7, les différentes conférences régionales, CEAC, SADC, COMESA, ZLECAf. Il y a des types d'accords qu'il faut savoir signer. Est-ce que tous les accords ont la même nature? Non. Est-ce que tous les accords sont négociés de la même façon? Non. Alors, il y a des protocoles trilatéraux, il y a des accords d'investissement, il y a les conventions partenariat public-privé, il y a les MOU, il y a tout ça. Et aussi, enfin, il y a les enjeux de souveraineté. On est revenu plusieurs fois, c'est que chaque État a là la possibilité de diversifier non seulement les partenaires, mais aussi de préserver les intérêts nationaux. S'il faut qu'on en parle, il faudrait donc que chaque État contrôle ses ressources. Ce n'est pas à la Zambie de contrôler les ressources de la RDC, ni à la RDC de contrôler celles de l'Angola, non. Alors, les États impliqués sont là avec leurs objectifs, les investissements et engagements, les impacts attendus, les bénéfices escomptés et les décideurs. Pour le cas de la RDC, par exemple, l'objectif ici, c'est de désenclaver les Haut-Katanga et d'exporter efficacement les minerais. Mais l'engagement de la RDC, c'est de cofinancer les corridors avec les parties stratégiques et de coordonner, d'assurer la coordination douanière avec la Zambie et l'Angola. Mais en termes d'impact, c'est qu'il y aura accès plus rapide aux marchés mondiaux et les bénéfices, c'est qu'il y a hausse des recettes minières, création d'emplois, tout en sachant que les décideurs, les plénipotentiaires
pour le cas de la République démocratique du Congo, c'est le président de la République, les ministres des Mines, des Transports, des Finances et des Affaires étrangères. Ce sont eux qui représentent les intérêts congolais dans la table de négociation. Parmi les forums, il y a des forums qui ont une portée globale et régionale et continentale. Par exemple, les partenariats globaux pour les infrastructures et l'investissement est global. Global Gateway est global. Trilatéral RDC Angola Zambie qui ont aussi signé à travers les ministères des Transports, Mines et Infrastructures respectifs, c'est régional. La SADC est régionale, la ZLECAF est continentale. Le lien, c'est que tout ça, ce sont des cadres qui facilitent les financements, qui imposent des normes, qui assurent le pilotage technique du projet, le cadre de convergence logistique et la facilitation des échanges régionaux. Alors, les accords, parmi les accords, il y a le mémorandum d'entente trilatéral, il y a l'accord PBGI, il y a le protocole d'accord Global Gateway, il y a les partenariats de concession du chemin de fer de Benguela, il y a le cadre de coopération bilatérale Chine-RDC-Zambie, donc les corridors concurrents, et il y a la ZLECAF, qui est une structure continentale. Alors, quand on analyse ces accords-là, vous aurez ces tableaux-là. Je pense que ça résume tout ce que je viens de vous donner en passant. Et quand il y a un élément important que je voudrais je voulais en fait épingler ou souligner, c'est la gouvernance et les enjeux juridiques. La gouvernance institutionnelle est importante et les enjeux juridiques, pourquoi? Parce que au niveau, par exemple, régional, il faut assurer le pilotage pour une mise en œuvre heureuse du projet et la coordination logistique. Qu'est-ce que les États ont écrit, signé et négocié sur les plans juridiques dans ce contexte-là? Parce que ça peut être objet à conflit. Seulement la gestion du pilotage. Qui fait partie de ce comité de pilotage? Est-ce qu'il y a des actes, des notifications institutionnelles ou individuelles à chaque acteur? C'est important. Par exemple, au niveau de l'exploitation des PPP, surtout les contrats de concession, le contrat de concession pose problème parce que déjà, l'État peut céder une partie des concessions pour une durée déterminée, mais les redevances qui sont générées, comment est-ce qu'on les gère? Quel est le régime fiscal douanier ou bien, c'est pas moi, les impôts, les taxes qui sont générés par ce système-là? Qui gère, qui décide? C'est important. Mais aussi, les enjeux juridiques, c'est la souveraineté sur les infrastructures. Par exemple, le contrôle même des infrastructures. Je vous ai parlé de l'armée, de la police, des organes de sécurité qui doivent accompagner les corridors du début à la fin pour prévenir tous les risques de détournement ou tous les risques de vol, tous les risques de prise en otage des convois ou des convoyeurs de cargaison. Mais quel est le mécanisme que les États, les 3 États, Congo, Angola, Zambie, ont mis en place pour avoir une armée régionale, par exemple, ou sous-régionale, afin de sécuriser ça? Et est-ce que c'est protéger, c'est sécuriser sur le plan légal? Voilà pourquoi je disais que les enjeux des gouvernances institutionnelles, les enjeux juridiques sont des objets qui peuvent prêter à confusion et créer des précédents terribles. Alors, il y a des cadres, on a déjà parlé de la ZLECAF, je viens d'ajouter les cadres OADA, les droits des investissements bilatéraux et les droits miniers et fonciers nationaux. Pourquoi? Parce que ces cadres-là, juridiques ou ces références juridiques, permettent d'harmoniser les matières douanières et de transit, permettent de choisir en fait les régimes commerciaux applicables pour tous les pays. Simple déjà, le droit OADA peut résoudre beaucoup de questions économiques ou des questions d'intégration qui pourraient pousser les différents acteurs soit à entrer en conflit, soit à ne pas s'entendre sur des questions stratégiques. Donc, c'est important. Et les scénarios prospectifs, ça, vous allez le trouver dans les notes. Mais je tiens à rappeler aussi la coopération équilibrée, c'est que les États doivent se respecter mutuellement et respecter leur souveraineté.
Vous voyez par exemple les cas du Rwanda et de la RDC, c'est compliqué. Il faut une transparence contractuelle dans le partage des bénéfices, dans la participation locale et dans tout ce qui va accompagner le corridor de Lobito. Alors, les mécanismes à mettre en place, premièrement, c'est les comités de pilotage mixtes. C'est que les gouvernements doivent choisir qui les représente et qui pose tel ou tel autre acte. L'autre mécanisme, c'est une clé de répartition claire des bénéfices générés, des taxes, des redevances, des gestions des flux logistiques. Je venais de le dire, si ce n'est pas réglé juridiquement, ça peut créer des précédents horribles et même la guerre. Les cadres d'évaluation ECG, il faudrait qu'il y ait un cadre d'évaluation, des cadres d'évaluation pour s'assurer que les normes environnementales, sociales et de gouvernance sont respectées. Il faut renforcer les institutions locales et puis il faut mettre en place des clauses de révision périodiques. Ça veut dire qu'il faut ajuster les accords, par exemple, tous les 5 ans ou tous les 10 ans s'il y a des éléments nouveaux pertinents. Les enjeux, c'est que ça permet, cette coopération permettrait de réduire la dépendance, de stabiliser la région, de renforcer en fait la voix africaine sur la table des négociations, d'attirer les investisseurs et aussi de favoriser la résilience économique, non seulement des États qui sont en jeu, mais de tout le continent, puisque c'est toute l'Afrique qui est concernée. En termes de recommandations stratégiques, il y a tout ce que je viens de dire. Ça peut se dire autrement en matière de gouvernance juridique, de gestion de ressources, des négociations et de diplomatie. Voilà. Ça, c'est un bonus que j'ai donné aux participants. On ne va pas entrer dans ça, mais à juste titre, ça parle du protocole d'accord sur les corridors de Lobito, du contenu du protocole, du lien entre les corridors de Lobito et les autres corridors africains. Vous voyez même l'illustration ici des autres corridors, d'autres corridors, pardon. Il y a les corridors de Lobito avec l'accord de l'UE et Rwanda. Il y a un accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur la chaîne des valeurs d'acheminement, d'exportation des matières stratégiques. Alors, cette partie extirpe en fait le contexte, l'objectif, les ressources, l'impact et les conflits autour. Il y a aussi les partenariats Visit Rwanda. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des incidents sur le corridor de Lobito? Il y a les conflits armés à l'est de la RDC. Quel impact? Il y a l'impact sur la sécurité, les commerces, les infrastructures, les flux migratoires, la stabilité régionale. Les sociétés impliquées dans l'exploitation des minerais stratégiques. Glencore, Freeport, McMoran, Ivanhoe, Umicore, Mineral Resources, Eric Prince, African Venture, Newton, Shimaf Resources, Zinjin. Bon, il y a tout ça. Les minerais stratégiques. Voici la liste complète. Les pays producteurs, les usages qu'on en fait et leur importance géostratégique dans l'économie mondiale. Il y a les lobbying internationaux de la RDC. Est-ce que la diplomatie économique de la RDC porte? Est-ce qu'elle sécurise les ressources minières? Est-ce qu'elle permet d'avoir une gouvernance minière transparente? Est-ce que cette diplomatie a été révalorisée ou permet de valoriser nos ressources? Alors, la question se pose sur le développement des infrastructures et l'environnement et la durabilité. La carte de l'exploitation minière artisanale dans l'Est de la RDC, la rébellion du M23, il y a des cartes qui l'ont détaillé, la zone d'influence et du contrôle du M23 et de contrôle du M23. Depuis 2008 jusqu'en 2023, il y a des niveaux de sécurité les niveaux de sécurité peuvent être soit optimal, soit faible, soit moyenne, soit très faible. Il y a des soutiens du Rwanda au M23. Est-ce qu'il y a des conséquences sur le corridor? Oui, parce que la RDC accuse les Rwandais. Il y a les rapports de l'ONU,
il y a les motivations et il y a la position du Rwanda, les conséquences humanitaires et sécuritaires qu'on ne saurait démontrer. Il y a impact sur le corridor, oui, parce que maintenant, on n'en parle même presque plus. Et les sanctions internationales ont permis d'échanger des postures. Les réactions ont été enregistrées, oui, parce que les États-Unis ont émis des sanctions ciblées, notamment l'interdiction des visas, les gels d'avoirs contre les individus liés au M23, l'Union européenne aussi, l'ONU. Il y a toutes ces organisations qui sont sous la pression de la communauté, qui sont sous une pression internationale, soit de la diaspora, soit des citoyens des pays respectifs, sur le cas du Congo. Les FARDC, quel est leur rapport dans cette question, dans cette histoire? Les mouvements Wazalendo, qu'est-ce que ça apporte dans tout ce que font les FARDC? Et quel est le lien entre FARDC, Wazalendo et l'impact que cela a sur la gestion globale du pays et particulièrement du projet du corridor, les défis et les axes stratégiques pour la diaspora, l'accord cadre d'Addis Abeba par rapport à la question du corridor. Il y a là la portée, les engagements clés, les limites critiques. Il y a le processus de Nairobi, cadre de paix pour l'Est de la RDC, même tableau synoptique. Il y a les mécanismes de médiation RDC-Rwanda, dont le processus était piloté par Luanda, donc l'Angola. Quelle est la portée? Quels sont les engagements, les événements clés, les limites critiques? Et enfin, nous dirions que le corridor de Lobito est un levier économique pour la RDC, pour la région et pour l'Afrique. Parce que aujourd'hui, ce corridor est devenu un enjeu géopolitique global, mondial, un outil de souveraineté, non seulement pour la RDC, mais aussi pour tous les pays de la région. Encore que ces projets ont suscité des vives tensions sécuritaires du côté de l'Est de la RDC, mais aussi il demeure une opportunité de coopération régionale et de développement durable pour le monde entier. Merci. Vous avez toutes les sources. Je m'en remets à vous. Merci beaucoup pour M. Chomba pour cette présentation qui a frôlé la sublimation, sans exagérer. Donc, il m'a été difficile d'interrompre parce que j'ai voulu, là, dans quelques minutes, nous serons à 2 heures d'exposé. Donc, c'est très bien. L'intérêt y était, donc vous avez vu que les participants sont restés jusqu'au bout. Vous-même, vous n'avez pas décéléré dans votre présentation. Donc, c'était quelque chose d'assez important à souligner. Mais comme on le dit, c'est que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Ce sujet a présenté les grands enjeux qui sont assez multiples. Donc, et le rôle justement de la RDC dans cet ensemble-là. Nous ne garderons pas les personnes, simplement parce que nous avons largement dépassé le temps. Il a été prévu 1h30 de présentation, ensuite des questions, mais on ne retiendra pas nos participants. Simplement, je profiterai pour annoncer ou dire où est-ce qu'on trouve les informations. Ça sera sur notre site www.irs-africa.org ainsi que nos réseaux sociaux. Mais vous retrouverez également les informations sur le débat africain de l'intelligence économique sur www.débat-africain.com. Les rendez-vous qui seront donnés, c'est pour Kinshasa, le 25, 26, 27 septembre 2025, pardon, je vais trop vite. Et nous avons le rendez-vous de Dakhla au mois de novembre. En espérant retrouver M. Chomba sur Kinshasa et pourquoi pas très bientôt en France, où il y aura également un événement qui sera créé. On se retrouve sur notre site internet où vous trouverez l'ensemble de nos experts. Pour les personnes qui ont des questions, on va le recueillir dans les messageries et nous transmettrons à l'invité qui nous a fait l'honneur de nous faire
cette magnifique présentation très détaillée, vraiment très impressionnant, qui concernait ce sujet très large qui est le corridor de Lobito. Je remercie tout un chacun d'avoir participé et je vous souhaite une excellente soirée, puisque dans 2 minutes, il sera 22 heures ici à Paris et ailleurs, le temps semble être beaucoup plus loin. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Rendez-vous dans nos forums, dans nos conférences et surtout, merci à M. Chomba en souhaitant à tous une bonne fin de journée